un clic. Et tes données sont à l'autre bout du monde. L'une des inventions les plus brillantes que l'espèce humaine ait jamais concoctée. Et aujourd'hui, on va la recréer. De zéro. On l'a vu quand on a recréé un ordi dans Minecraft, en informatique, tout est une question de bits, des 0 et des 1. Avec ça, tu peux représenter toutes les informations imaginables. Internet cherche à prendre des données d'une machine, sous forme de bits, et les transmettre à une autre machine. Et ce, peu importe où elle se trouve dans le monde. Voilà le problème qu'on cherche à résoudre. Dans un premier temps, il nous faut donc un moyen pour transporter des bits. Par exemple, en prenant du cuivre, en faisant un câble et en reliant nos deux ordis avec. La machine qui va envoyer des données possède une carte réseau qui peut alors moduler la tension dans ce câble. Pour représenter un 1, elle met par exemple la tension à 5 volts pendant un court instant. Et pour représenter un 0, elle la met à -5. Et ainsi, elle peut envoyer ses bits. L'autre machine aurait juste à observer ces changements de tension pour en déduire la séquence envoyée. Ça là, c'est ce qu'on appelle l'encodage NRZ. Et ben voilà, c'était simple. Trop simple. Ouais. Si je t'envoie ce signal, c'est facile pour toi de trouver où sont les 0 et où sont les 1. Mais si je t'envoie ça, une longue séquence de 1 ou de 0, bah là, t'es moins sûr. Tout dépend de la vitesse à laquelle je compte. Peut-être que je suis du genre rapide, que je vois ça comme 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Mais que mon interlocuteur est lent et qu'il compte ça 1, 1, 1. Sauf que c'est pas du tout ce que je lui ai envoyé à ce boulet. Bah, les machines ont exactement le même problème. Elles ont chacune une horloge qui leur est propre et elles ne sont pas exactement synchronisées entre elles. Alors, c'est pas aussi drastique que dans mon exemple précédent, mais une légère variation fait que sur une longue séquence de 1 ou de 0, bah, il peut y en avoir un qui manque. C'est ce qu'on appelle un clock slip. Et ça n'arrive pas lors de séquences de bits variées parce que le récepteur peut s'appuyer sur les changements de tension pour en déduire où sont les bits à décompter et se resynchroniser en continu. Alors que sur un long passage monotone, il ne peut que s'appuyer sur son horloge qui risque de se désynchroniser par rapport à celle de l'émetteur. Mais la solution est donc toute trouvée. Il nous faut juste trouver un moyen d'avoir assez de variations quoi qu'il arrive. Autre point important, on veut à peu près autant de 0 que de 1 pour avoir une tension moyenne à 0 volts et atteindre ce qu'on appelle un DC balance. Ça, c'est parce que si la tension moyenne est trop élevée, le câble va perdre en fiabilité. Ça introduira des erreurs aléatoires. Une solution toute bête à ces deux problèmes, c'est qu'au lieu de représenter un 1 et un 0 par une tension constante, on peut dire que le 1, c'est une tension basse suivie d'une tension haute, et l'inverse pour un 0. Comme ça, une longue séquence de 0 ou de 1 passe de ça à ça. Il n'y a plus de problème d'horloge. Et la moyenne est toujours à 0 volts. C'est l'encodage Manchester. Sauf qu'il est à chier, avec tout le respect, évidemment. On passe d'un tempo par bit à 2 tempos. Le nombre de bits par seconde transmis, notre débit, est donc ralenti dans le câble. Sauf qu'on veut aller aussi vite que possible, nous. C'est honteux! C'est là qu'intervient le scrambler, sûrement la méthode la plus efficace et la plus stylée pour gérer ça. L'idée derrière lui, c'est qu'avant d'envoyer nos bits, on va les modifier pour avoir un pattern pseudo-aléatoire avec ce qu'on appelle un LFSR prédéfini. Puis, à la réception, on inverse ce procédé pour retrouver les bits envoyés. Ce pattern aléatoire, ça permet statistiquement d'avoir autant de 1 que de 0, ce qui règle les clock slips et atteint le DC balancing. Problème réglé en gardant le même débit. C'est fort, hein? Ce scrambler est souvent associé à un codage de ligne comme le 64B, 66B par exemple. Son utilité, si je t'envoie des bits pseudo-aléatoires en continu, comment est-ce que tu fais pour savoir où commence le message que je t'envoie? Il nous faut un marqueur pour le délimiter. C'est ce que fait le 64B, 66B. Ça va découper notre message en blocs de 64 bits et ajouter devant des headers de 2 bits ainsi que des blocs de commandes pour le récepteur. Ça change pas trop le débit. Ça assure une transition régulière pour resynchroniser l'horloge et indique clairement le début et la fin de la transmission avec les blocs de commandes. Et là, on est déjà pas mal, mais peut-être que tu veux encore plus de débit. Au début, je te disais qu'on utilisait 2 valeurs de tension. Une pour représenter un 1, l'autre un 0. Pourquoi s'arrêter là? On peut très bien utiliser 4 valeurs de tension, par exemple. Chacune ne représenterait pas un bit, mais 2 cette fois. C'est la modulation PAM4. On envoie 2 bits par 2 bits maintenant. On double notre débit. Mais attention, plus on va vite, plus ça se complique. Les valeurs de tension utilisées sont bien plus proches, ce qui rend cette modulation très sensible au bruit qui peut d'un coup modifier tes bits. Tu te retrouves avec des erreurs plus fréquentes.
Heureusement, il existe un moyen de les repérer et même de les corriger tout seul. C'est magique. Non, c'est mathématique. Ça s'appelle le FEC. Il existe plusieurs algorithmes qui s'en chargent, mais le plus puissant, c'est le LDPC. Tout le challenge ici, c'est d'ajouter des vérifications à notre flux de données sans trop ralentir notre débit en ajoutant trop. Parce que naïvement, on pourrait juste tout répéter 3 fois histoire d'être sûr, mais ça détruit complètement la vitesse de transmission qu'on s'est donné tant de mal à améliorer. La solution, c'est un sudoku. Dans un sudoku, pour vérifier chaque nombre, tu regardes si chaque ligne, chaque colonne et chaque case donne le résultat 45 si tu additionnes le tout. S'il y a un nombre faux, il y aura donc plusieurs lignes, colonnes et cases qui ne donneront pas 45. Et pour retrouver le coupable, on a juste à regarder quel nombre est présent dans toutes les mauvaises sommes. Et on sait que c'est lui qu'il faut modifier. Dans le cadre de LDPC, on va diviser notre flux de données en plusieurs morceaux qui se chevauchent. Et pour chacun de ces morceaux, on va calculer leur parité. C'est-à-dire qu'on va compter le nombre de 1. Et si c'est un nombre pair, on note 0 en résultat. Si c'est impair, on note 1. Quand il y a un bit de données qui est faux, il y aura donc plusieurs bits de parité qui donneront des résultats incohérents. Il suffit de regarder quel bit est présent dans tous ces calculs de parité et de prendre son inverse pour le corriger. En faisant ça, on n'ajoute pas énormément de bits supplémentaires et on conserve notre débit de zinzin. Et voilà, on a enfin un câble pour transmettre nos bits. À noter qu'il existe un tas d'autres méthodes pour arriver à nos fins. On a fait un tour d'horizon quoi. Et si là, on a parlé de câbles en cuivre qui fonctionnent avec la tension électrique, on peut faire pareil mais avec un autre médium. Par exemple, la lumière dans les câbles optiques. Au lieu de varier la tension, on peut varier une intensité lumineuse pour encoder nos bits. En faisant ça, on peut parcourir des centaines de kilomètres avant de devoir réamplifier le signal. C'est pour ça que c'est des câbles optiques qui vont relier des continents entre eux. C'est ces fameux câbles sous-marins qui sont au fond des océans et sur lesquels repose Internet. On peut aussi utiliser des ondes radio, faire vibrer le champ électromagnétique pour créer une onde porteuse et représenter nos bits en modifiant sa fréquence, son amplitude ou sa phase, voire même plusieurs propriétés en même temps. Pour la suite de la vidéo, on va partir du principe qu'on utilise uniquement des câbles pour simplifier les choses. L'idée serait la même si on avait aussi du Wi-Fi dans le tas, il y aurait juste pas mal de contraintes supplémentaires spécifiques qu'il aurait fallu régler. Peut-être qu'on les abordera un jour sur ma chaîne secondaire. Si le projet d'aujourd'hui t'intéresse et que tu es au lycée ou en études sup, tu kifferais sûrement t'orienter pour faire de la cybersécurité. Bah ça tombe bien, j'ai une école parfaite pour ça à te proposer, Oteria, sponsor de la vidéo. Aujourd'hui, tout le monde sait coder grâce à l'IA, mais peu de monde s'y connaît en cybersécurité. Alors ouais, le code qu'on t'a pondu tourne, c'est génial, mais il y a des failles béantes de partout, prêtes à être exploitées. Savoir les repérer et les corriger, faire du DevSecOps, devient donc une compétence ultra recherchée. Puis un métier en cyber, c'est aussi la possibilité de devenir pentester, hacker des entreprises légalement et être payé pour. J'ai du mal à voir plus fun comme activité. Tout ça, tu peux le devenir grâce à Oteria, qui t'enseignera toutes les compétences nécessaires. J'ai pu assister à leur CTF sur leur campus et le constater de mes propres yeux. Chez eux, c'est pas juste des cours, c'est de la pratique, du concret. Et ça paye. Leur équipe de CTF est dans le top 3 des étudiants français. Leur parcours se déroule sur 5 ans. Ça commence avec un bachelor de 3 ans, avec des spé IA, développement et hardware. Puis ça se termine sur master, sur 2 ans, avec 7 majeurs de spécialisation. Mais te fie pas à mon blabla. Ils ont des portes ouvertes le samedi 7 février de 14h à 17h. Rends-y-toi et participe à leur atelier pour découvrir leur pédagogie et voir si ça te plaît. Tu peux aussi carrément vivre la journée comme un étudiant d'Oteria. Ça, c'est dédié aux lycéens le mercredi 25 février. T'assisteras à des cours de programmation, de réseau, de hardware. Tout est orienté cybersécurité. Je te mets un lien en description. Ok, donc on peut lier 2 ordinateurs. 2 cartes réseau, plus précisément. Maintenant, il faudrait se lier à des milliards de machines. Sauf que bon, ton PC peut pas avoir un câble qui le relie à tout le monde. Faisons ça petit à petit. Commençons d'abord par nous connecter à tous les PC proches de nous physiquement, au sein d'un même foyer, par exemple. Un premier problème apparaît. Il y a plusieurs machines qu'on peut vouloir joindre, il nous faut un moyen de les distinguer. Un identifiant unique pour pouvoir s'adresser au bon destinataire. Cet identifiant, c'est ce qu'on appelle l'adresse MAC. Elle est unique à chaque carte réseau de chaque machine et permet de clairement l'identifier. Cette unicité est permise grâce à l'IEE. Dès qu'une entreprise souhaite manufacturer des cartes réseau, elle va leur demander une plage d'adresse MAC qu'elle pourra utiliser. L'adresse MAC, c'est un nombre composé de 6 octets, noté sous forme hexadécimale. Avec ça, on peut représenter 2 puissance 48 possibilités. On risque pas d'en venir à bout. On a à présent une identité pour désigner chacun des destinataires possibles. Sauf que rien nous lie à ces derniers. Et comme dit avant, on veut pas avoir un câble pour chaque machine, ce serait le bordel. La solution, depuis le début des années 2000, c'est le switch. Non, le switch, pas la switch, gros débile.
Un switch, c'est une sorte de hub auquel chaque machine de notre réseau local va être liée. Et quand une des machines veut communiquer avec une autre, elle peut le faire en passant par le switch sans avoir besoin d'une connexion directe. Plusieurs questions se posent. Comment le switch sait quelle adresse MAC lui est connectée ? Là, on a juste branché des câbles, tout est opaque pour l'instant, il n'a jamais reçu l'info des MAC associés. Et comment une machine peut lui expliquer où envoyer son message ? On a besoin d'une sorte de langage en commun. Un langage qui permet d'indiquer à qui est destiné notre message pour permettre son acheminement. Ce langage, c'est le protocole Ethernet. Avant d'envoyer des données, une carte réseau va simplement ajouter des infos utiles à son acheminement, généralement en en-tête. On note notamment l'adresse MAC du destinataire et l'adresse MAC de la source, de nous quoi. Et tout devant, on n'oublie pas de mettre un préambule, une suite prédéfinie de bits qui permet de prévenir la machine qui va recevoir tout ça de se réveiller et de lui indiquer où cette trame Ethernet débute. Car oui, ce qu'on a créé là, c'est une trame Ethernet. Trame qui a une taille limitée de 1500 octets de données utiles, pas plus. Donc si le message à transmettre est énorme, on est obligé de le diviser en plusieurs trames Ethernet. Ça, c'est surtout pour une question de fiabilité et de gestion du réseau. En gros, si tu transmets 5 gigas de données d'un coup et qu'il y a une erreur, ce serait chiant de devoir tout retransmettre. Alors que si c'est divisé en petits morceaux, t'auras juste à rebalancer la trame qui a foiré. Et ça évitera aussi de saturer le réseau. Mais tout ça, on en reparlera un peu plus tard. Grâce à ces infos supplémentaires, une autre machine comme le switch peut rapidement savoir qui je suis et à qui est destiné mon message. Mais on a toujours le premier problème à régler. Maintenant, le switch sait ce qu'on veut faire, mais comment sait-il où se trouve le destinataire à qui transmettre cette trame ? Ça, c'est grâce à sa configuration. Et ce qui est génial, c'est qu'elle est complètement automatique. C'est plug and play. Voilà comment ça marche. Au tout début, notre switch, il sait rien. Il a juste des câbles liés à lui. Mais dès qu'il reçoit une trame Ethernet à transmettre via une de ses interfaces, il va pouvoir en déduire quelle machine lui est liée à cet endroit-là. Il suffit de regarder l'adresse MAC source dans la trame. Il peut alors noter ça dans ce qu'on appelle sa switching table. Il enregistre l'adresse MAC, l'interface associée à elle, ainsi qu'une durée d'expiration. Comme ça, si cette machine n'est plus dans notre foyer, cette entrée est automatiquement supprimée. Bon, pour l'instant, on n'a qu'une entrée dans cette table et on ignore où se trouve le destinataire de la trame qui nous a été transmise. Alors on fait quoi ? Le switch va pas s'emmerder. Il va broadcast le message. C'est-à-dire qu'il transmet ça à travers toutes ses autres interfaces, tous ses autres câbles. Et c'est aux autres machines de se dire « Ah ce message, il est pas pour moi, je l'ignore. » Ou au contraire « Ah ça m'est dédié, je peux lire les données. » Mais très vite, en fait, la switching table qu'on a commencé à bâtir va contenir toutes les machines de notre réseau liées à notre switch. Et quand une trame arrivera, il pourra faire ce qu'on appelle du forwarding. Regarder sa table, trouver le destinataire dedans, la bonne interface liée et lui transmettre ses données. Et félicitations, on a créé une LAN, un réseau local. Revenons à notre schéma, avec toutes les machines. On a à présent plein de réseaux locaux distincts, de foyers en quelque sorte, au sein desquels notre objectif est atteint. Ce qu'il nous reste à faire, et c'est un problème de taille, c'est de créer une infrastructure qui permet d'envoyer un message d'une machine d'un foyer à un autre, et ce, peu importe où elle se trouve dans le monde. Et ce problème a déjà été résolu, il y a bien longtemps, par une infrastructure qu'on connaît tous, la Poste. Si tu comprends la Poste, tu comprends Internet. Tu vas pas filer à ton facteur une enveloppe avec le numéro de sécu du destinataire et t'attendre à ce qu'il le trouve. Non, tu écris une adresse qui est graduellement de plus en plus précise. On commence par l'info la plus globale, le pays, pour transmettre ça à un réseau postal national comme la Poste. Elle se charge de regarder le code postal pour transmettre ta lettre à un réseau départemental, qui va regarder ta ville pour l'amener à un réseau municipal, qui regarde la rue pour le donner au bon foyer, qui se charge ensuite de le filer à la bonne personne. Cette hiérarchie de réseaux interconnectés, c'est Internet, remplace les réseaux postaux par ce qu'on appelle des systèmes autonomes, AS, et t'as presque tout bon. Dans la pratique, ces AS, ce sont souvent les fournisseurs d'accès Internet, les FAI. On a différents niveaux d'AS qui sont interconnectés et qui forment Internet. Les réseaux les plus immenses, ce qu'on appelle le backbone d'Internet, ce sont les AS de tier 1, les AT&T, Orange et compagnie. C'est eux qui possèdent les câbles sous-marins dont on parlait plus tôt. Mais ce qui les rend de tier 1, c'est qu'ils peuvent communiquer avec n'importe qui sur le net sans payer de frais de transit. Ils font ce qu'on appelle du peering entre eux pour joindre n'importe qui gratuitement en se partageant leur réseau. Les AS de tier 2 sont plus petits. C'est là qu'on retrouve les fournisseurs nationaux comme Free ou SFR par exemple.
Ils peuvent très bien faire du peering entre eux pour transmettre des données gratuitement, mais si jamais ils doivent utiliser un AS de tier 1 pour rejoindre une IP, ils devront payer des frais. Pour finir, il existe un tier 3 qui est encore plus petit et qui doit payer les tiers 2 ou 1. Les réseaux locaux sont souvent compris dans ces AS. Ça va être des particuliers, des universités, des entreprises. Enfin, chacun de ces AS peut aussi créer des sous-réseaux, des subnets en interne pour mieux se gérer. Typiquement, les FAI vont avoir des points de présence géographique, par exemple, où ils se relieront à tous leurs clients qui habitent à Marseille, Strasbourg, la Creuse, etc. Nous voilà avec une sorte d'équivalent des réseaux postaux vus précédemment. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une adresse graduelle. Et tu t'en doutes, il s'agit de l'adresse IP, de l'Internet Protocol. 4 groupes de 8 bits, notés en format décimal et séparés par des points. Chaque adresse représente de manière unique une machine connectée à Internet. L'aspect graduel, hiérarchique de l'adresse IP vient du fait que chacune de ces machines est imbriquée dans un réseau, qui lui-même peut être imbriqué dans un réseau encore plus large, et ainsi de suite. Et toutes les machines appartenant à un même réseau partagent obligatoirement le même préfixe d'IP, les mêmes premiers bits. Plus le réseau est large, plus ce préfixe est petit, et plus il y a d'autres dedans. On peut noter ça avec la notation CIDR, un slash avec le nombre de bits du préfixe. Cela divise notre IP en deux parties, la partie subnet, sous-réseau, qui est représentée par ce préfixe, que toutes les machines ou sous-réseaux à l'intérieur de ce dernier partageront, et la partie host, qui sera unique à chaque machine ou sous-réseau imbriqué dedans. Donc si je veux communiquer avec cette machine, par exemple, d'un coup, j'ai pas à m'embêter à la trouver directement au milieu de milliards d'autres IP. Je peux diviser de manière spectaculaire ma recherche si besoin. Je peux d'abord chercher le réseau le plus large auquel elle appartient via son préfixe. Ce qui fait que j'ai plus à chercher sur 32 bits, mais ici seulement sur 8 bits. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Une fois ce réseau trouvé, je lui file mon message et lui se chargera de trouver le deuxième réseau le plus gros dont le destinataire fait partie. Vu qu'il lui a imbriqué, c'est facile, il y en a un nombre limité, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on n'ait plus qu'à chercher un nombre limité d'adresses IP complètes. C'est ce qu'on appelle l'agrégation des routes. Et c'est ça qui rend Internet scalable. Et c'est aussi ça qui fait qu'on peut déduire ta géolocalisation. Comme dit plus tôt, les FAI ont des points de présence géographique, et ton IP publique, elle possède le préfixe d'un point de présence. Donc, je sais que tu habites à Marseille, juste avec ton IP. L'attribution de ces adresses IP est gérée par des organismes, un peu comme pour les adresses MAC. C'est les RIR qui s'en chargent. Ils vont filer à un système autonome une plage d'IP à utiliser, un préfixe ainsi qu'un numéro. Puis l'AS peut utiliser cette plage pour créer des subnets, attribuer des plages d'IP à ses clients, etc. Ok, tu vois l'idée? Maintenant, parlons du concret. Cette adresse IP dont on parlait là, faut bien l'inclure à nos données pour leur acheminement, comme on l'avait fait pour le Mac. On va refaire exactement la même chose. On ajoute un header avec notamment une IP de destination et une de source. Tout ça forme un datagramme Internet. Comme pour Ethernet et pour les mêmes raisons, nos données doivent être découpées en paquets avec une longueur maximale. En théorie, c'est 65 535 octets, mais en pratique, on utilise la même valeur qu'Ethernet, 1500 octets. Car le protocole Internet se rajoute comme une surcouche au protocole Ethernet qu'on a construit précédemment et avec lequel on encapsule le datagramme Internet. Parce qu'en effet, les infos détenues par l'entête Ethernet sont primordiales pour passer d'une machine à l'autre. Comme on l'a vu, si une carte réseau reçoit un paquet qui n'a pas son adresse MAC, elle l'ignore. La carte réseau, elle ne sait pas ce que c'est l'adresse IP. Du coup, on peut voir Internet comme la couche qui nous permettra de tracer une route d'une destination à une autre. Et Ethernet comme la couche qui nous permet d'aller d'une machine à une autre, de faire une étape de ce trajet. Les deux sont nécessaires et se complètent. En parlant des machines sur notre route, il s'agit en fait de ce qu'on appelle des routeurs. Ils sont liés entre eux et leur boulot est d'amener des données d'une IP à une autre. Pour ce faire, les paquets leur arrivent au niveau de leur port d'entrée, où une queue peut se former. Elle n'est pas infinie, s'il y a une grosse congestion, on pourrait perdre des nouveaux arrivants, donc il faut vite les rediriger. Le routeur va prendre chaque paquet, regarder où il souhaite aller via son IP de destination et le rediriger vers le routeur suivant sur sa route. La question maintenant, c'est comment il connaît la route à suivre, le routeur? La réponse va dépendre d'où on se trouve sur Internet. Si on cherche une route au sein d'un AS, il nous est alors possible de connaître tous les routeurs de ce dernier, ce qui nous permet d'utiliser un protocole de routing link state qui se basera sur le célèbre algorithme de Dijkstra. Représentons notre AS sous forme d'un graphe. Un nœud est un routeur, une arête est un câble qui le lie à un autre.
Chaque arête possède un poids. Plus il est élevé, plus ça coûte cher d'emprunter ce câble. Donc on voudra l'éviter. Ça peut par exemple être lié à la bande passante. Plus elle est petite, plus vaut mieux passer par autre part pour aller plus vite. Et donc on mettrait un poids élevé pour dissuader. Mais si on se place dans la vue d'un routeur, pour l'instant, il sait rien de tout ça lui. Enfin, il connaît juste ses voisins à qui il est lié directement. En fait, chaque routeur va envoyer un message LSA qui va se répandre à tous les autres routeurs. Dedans, il indique qui il est, quelle est l'IP de ses interfaces, quel préfixe il peut desservir, dans quel cas les routeurs internes à cette aire peuvent être cachés pour les autres routeurs. Ils connaissent que le routeur de sortie, ça simplifiera les choses. Il indique aussi dans le LSA ses routeurs voisins et le coût associé pour les joindre. Et une fois que le routeur a reçu tous les messages LSA, il a le réseau complet. Il peut utiliser l'algorithme de Dijkstra pour remplir ce qu'on appelle sa table de routing, qui pour une destination donnée, indique l'étape suivante sur le trajet. Plaçons-nous comme étant le routeur A dans ce graphe et utilisons Dijkstra pour lui. On va vouloir visiter chaque autre nœud du graphe en notant à chaque fois la route la plus courte pour atteindre les nœuds qu'on croise. On commence là où on est, au nœud A, on voit qu'on peut atteindre nos voisins avec le coût des poids des arêtes. Les autres routeurs, on n'a aucun moyen de les contacter pour l'instant, donc on les note comme injoignables. On visite ensuite le nœud le plus proche, c'est-à-dire E, on s'y place et on regarde ses voisins. On voit qu'on peut atteindre F en 1 plus 3 égale 4 unités de coût. Et c'est tout. On visite le nouveau nœud le plus proche, qui est C. On regarde les voisins et on fait la même mise à jour. On peut atteindre B plus rapidement, en 3 au lieu de 4, donc on remplace ce qu'on a noté. Pareil pour F, c'est plus rapide. Et enfin, on ajoute D. Ensuite, on visite B, qui nous permet d'atteindre D plus rapidement, on le note. Et pour finir, on visite F et D, mais eux, ça change rien. On a fini. On a toutes les routes les plus optimisées pour parcourir notre graphe. Donc on sait, grâce au LSA, quel préfixe est atteignable via quel routeur, et grâce à Dijkstra, la route la plus rapide pour l'atteindre. Avec ces deux infos, on peut remplir la table de routing. Quand un paquet arrivera chez ce routeur, on regardera sa destination et on cherchera quel préfixe dans la table de routing a une correspondance la plus longue possible avec cette IP. Et on transmet le paquet vers le routeur suivant sur son trajet. Si jamais on n'a aucun match, il existe généralement une route par défaut à utiliser qui va typiquement amener le paquet à un routeur plus général. Par exemple, le routeur de ta box chez toi. Tous les paquets vont utiliser cette route par défaut qui mènera le paquet à un premier routeur de ton fournisseur d'accès Internet. On sait comment faire des routes au sein d'un AS. Mais pour les routes qui traversent plusieurs AS, ça se complique. On ne peut pas communiquer avec tous les routeurs. Donc on n'a pas une vue d'ensemble du réseau, donc Dijkstra est inutilisable. Alors comment on fait ? On va réussir à créer nos routes via une communication efficace entre routeurs voisins avec le protocole BGP. Mettons-nous dans cette situation avec un nouvel AS qui souhaite s'ajouter à Internet. Il va commencer par annoncer sa présence au routeur de son AS voisin via un external BGP. Il lui indique « Tu peux m'atteindre, je suis ton next stop ». Le routeur de l'AS2 rajoute dans sa table BGP qu'il peut atteindre AS4. Il doit aussi prévenir ses AS voisins. Sauf que c'est ce routeur-là qui est connecté aux autres. Il faut donc le prévenir lui en diffusant l'information au routeur interne avec un internal BGP. Le routeur 4 reçoit l'info. Pour atteindre AS4, passe par moi, le routeur 2. Le routeur 4 rajoute alors dans sa table de routing que pour atteindre le préfixe d'AS4, il faut passer par le routeur 2. Pareil pour le routeur 3. Il regarde comment atteindre le routeur 2 dans sa table, voit qu'il faut passer par le routeur numéro 4 et ajoute donc le préfixe d'AS4 avec comme routeur suivant le routeur 4. Et enfin, pareil pour le routeur 1. Sauf que lui, il va également prévenir les AS 1 et 3 via un external BGP. En leur donnant la route vers l'AS4 et leur next stop, ce routeur 1 de l'AS2. Les deux AS prennent note de cette info, ils savent qu'AS4 existe et comment l'atteindre. Ils transmettent ça en interne et enfin, ils vont se prévenir entre eux d'une nouvelle route vers AS4. AS1 par exemple va dire à AS3, tu peux passer par moi, AS2 et AS4 pour l'atteindre. Il y a donc deux routes de noter pour aller chez AS4 via l'AS3. L'info est diffusée en interne, puis l'AS3 va vouloir prévenir AS2 de cette nouvelle route, sauf qu'il y a déjà AS2 dans cette route. Donc c'est inutile, donc la diffusion de l'info s'arrête. Et voilà, tout le monde connaît AS4. Tu noteras que AS1 et AS3 possèdent deux routes pour atteindre AS4. Pour choisir laquelle va être utilisée, généralement on va simplement prendre la plus courte. Mais en fait, la distance n'est pas le critère numéro 1. Il y en a plusieurs. Et le critère principal pour ce choix, c'est la Local Preference, choisie par l'administrateur de l'AS.
Admettons qu'on ait aussi cette route pour atteindre AS4. Normalement, celle-ci est plus rapide. Mais peut-être que le transit via AS2 est payant. Alors l'administrateur demande à ses routeurs de privilégier cette route, car il y a des accords avec cette AS pour transiter gratuitement. Une fois la route privilégiée choisie, le routeur peut remplir sa table de routing avec le préfixe du nouveau AS et l'IP du routeur suivant. Et ben voilà, on sait comment atteindre n'importe quel réseau local grâce à la combinaison BGP et link state. Jusqu'à présent, on n'a parlé que d'IP. Nos protocoles se basent uniquement sur des IP. Sauf qu'on a besoin d'une adresse MAC pour transmettre d'une machine à l'autre, d'un routeur à l'autre, par exemple. Il nous faudrait un outil de traduction au sein des machines. Comme ça, on peut rapidement faire correspondre une IP à un MAC. Et cet outil, c'est l'ARP. Un protocole qui construit une table de correspondance IP-MAC au sein d'une machine automatiquement. En fait, dès que la machine souhaite envoyer un message à une IP, elle regarde sa table ARP. Si elle n'est pas dedans, on envoie un paquet ARP à tout notre réseau local. Donc ce paquet ne franchira pas les routeurs, et entre routeurs, ça restera qu'entre eux, en fait. Et ce paquet demande simplement qui possède cette IP. Si ça appartient à une machine, elle répond « c'est moi, voilà mon adresse MAC ». Adresse qu'on peut utiliser dans le header Ethernet pour transmettre nos données. Et si on veut envoyer un message à une IP en dehors de notre réseau local, on le sait direct, donc on met le MAC du routeur le plus proche pour pouvoir utiliser le protocole Internet. Le routeur reçoit ses données, il regarde l'IP de destination, trouve l'IP du routeur suivant dans sa table de routing, récupère le MAC correspondant grâce à sa table ARP, crée un header Ethernet avec ce nouveau MAC, rencapsule les données avec et envoie ça au routeur suivant, et ainsi de suite. Là tu te dis qu'on est plutôt bien, sauf qu'on a un problème de taille, littéralement. Une IP, c'est 32 bits. Ça fait 4 milliards et quelques d'adresses possibles. Sauf qu'il y a bien plus de 4 milliards de machines connectées à Internet. Heureusement, il existe une solution très maligne. En fait, plusieurs machines d'un réseau local vont partager la même IP, celle de leur routeur. Et là, tu te demandes comment c'est possible. Si je veux parler à l'ordinateur de Claude, faut bien une adresse IP unique à lui. Et c'est exact. C'est là qu'interviennent les IP privés. Mais pour les construire, il faut d'abord qu'on introduise un nouveau concept, les ports Internet. Atteindre une machine, c'est bien. Atteindre le bon logiciel, le bon bout de code qui a besoin de ces données, c'est mieux. C'est à ça que sert un numéro de port, à identifier le logiciel qui réclame les données entrantes. On ajoutera cette info dans une énième et dernière couche d'header dont on parlera dans un instant plus en détail. Généralement, on note le port après l'IP avec un double point, puis son numéro. Ok, garde ça en tête, ça va être utile. Quand un ordi veut rejoindre le réseau local de ta box Internet, il va devoir demander une IP à utiliser à ce qu'on appelle un serveur DHCP. Pour ce faire, il va envoyer une demande DHCP à tout le réseau local. Parce qu'en effet, il ne connaît pas l'adresse du serveur. Donc, il envoie ça partout. Le serveur reçoit cette demande et va proposer à notre ordi une adresse IP qu'il a piochée dans sa réserve d'IP. Cette réserve est choisie par l'administrateur du réseau. Alors, ça peut très bien être des vrais IP, en public, accessibles de partout. Mais dans notre cas, ce sera une IP privée. Une IP privée, c'est une IP qui fait partie d'une plage prédéfinie et réservée. Et ces IP n'auront un sens uniquement qu'à l'intérieur du réseau local, car elles peuvent être utilisées par une autre machine dans un autre réseau local, donc elles sont inutilisables dès qu'on en sort. Et ce que va faire notre routeur, en fait, c'est que dès qu'une machine avec une IP privée souhaite faire une requête Internet, il va la noter dans une table dite NAT. Il note l'adresse privée de cette machine et le port source, et l'associe à son adresse IP, et un de ces ports libres est choisi arbitrairement. Il remplace ensuite l'IP et le port dans le header avec les siens et envoie ça sur Internet. Et quand cette requête reçoit une réponse, la réponse sera adressée à l'IP du routeur avec le port qu'il avait mis. Il n'y a plus qu'à regarder dans la table NAT avec qui il avait swappé ce port, remplacer à nouveau l'IP, puis acheminer la réponse à la machine du réseau local qui a cette IP privée. Et de cette manière, des milliers de machines pourraient partager une seule et même IP, celle de leur routeur. Mais malgré ça, il y a quand même une pénurie d'adresses IP. Et on est donc en train de transitionner de ces IP version 4 aux IP version 6, qui sont en fait tout pareil, juste beaucoup plus longues, et on en a profité pour améliorer 2-3 trucs au passage, mais grosso modo c'est la même chose. Ok, dernier point sur les IP. Elles sont horribles à retenir. Du coup, on les associe à un nom de domaine. Waouh! Très humain ça. On note la correspondance sur un serveur DNS et quand tu fais une requête pour youtube.com par exemple, ton ordi contactera un DNS pour avoir l'IP correspondante et l'utiliser. Je pense qu'on peut s'applaudir. On a un moyen d'atteindre n'importe quelle machine dans le monde maintenant, mais on les atteint n'importe comment. Il y a zéro contrôle. Les paquets peuvent très bien arriver dans le désordre complet. Il y en a même qui peuvent se paumer. Il faut changer ça et ce sera à l'émetteur et au récepteur de s'en charger à l'aide d'une couche dite de transport. Et celle qu'on va étudier en détail est la plus populaire sur Internet, TCP. Pour faire nos contrôles, il faut des infos
à contrôler. Et tu t'en doutes, elle se trouve dans un énième header qu'on ajoute avec tout un tas de données utiles. On reparlera de chaque donnée au moment où on en aura besoin, mais tu notes déjà la présence des fameux ports sources et de destination dont on avait parlé. Le tout forme un segment TCP et la taille maximale de l'ensemble doit toujours faire moins de 1500 octets à cause d'Ethernet. La première étape pour s'envoyer des données de manière fiable, c'est d'établir une connexion avec ce qu'on appelle un handshake en 3 temps. Le receveur envoie à l'émetteur un segment TCP avec dans son header le flag SYN. Ça indique qu'il veut débuter la transmission. Le receveur choisit également un numéro de séquence de manière aléatoire, mais bon, disons 0 pour simplifier les choses. Ce numéro permettra de numéroter les paquets qu'on enverra et donc de les mettre dans le bon ordre ou d'en louper aucun. L'émetteur répond avec son propre segment TCP qui possède le flag SYN-ACK pour Acknowledgement. Il approuve, il indique un numéro d'acknowledgement qui sera égal au prochain numéro de paquet qu'il s'attend à recevoir. Ça se calcule en prenant le numéro de séquence envoyé par le receveur et en y ajoutant le nombre d'octets reçus. Ici, un seul, donc ça vaut 1. Ça permet de s'assurer qu'il a reçu ce paquet. L'émetteur ajoute aussi son propre numéro de séquence, normalement aléatoire, mais on va dire 0 pour simplifier les choses. Pour finir, le récepteur répond avec un dernier message avec le flag ACK. Le numéro d'acknowledgement vaut celui du paquet de l'émetteur plus le nombre d'octets reçus, soit 1, et son numéro de séquence, à lui, vaut bien 1, comme prévu par l'émetteur. La connexion est établie. L'émetteur va pouvoir envoyer ses données, par exemple il envoie un paquet avec 1000 octets, le receveur reçoit ça et envoie un ACK à l'émetteur avec comme numéro d'acknowledgement 1001. Ça confirme à l'émetteur que tout est bon, qu'il a reçu les 1000 octets et rebelote. Et si jamais il y a un problème, il n'y aura pas d'ACK en retour. Ça va timeout du côté de l'émetteur et va renvoyer le paquet. Mais on est d'accord qu'envoyer un paquet à la fois, c'est lent. On aimerait pouvoir envoyer autant de paquets que possible pour avoir un bon débit. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Le nombre d'octets qu'on peut envoyer ainsi dépend de 2 choses. Numéro 1, la capacité d'accueil du receveur. Numéro 2, le réseau Internet. S'il est congestionné, on ne pourra pas aller aussi rapidement. Ça, on n'a aucun moyen de le savoir en avance. Mais c'est l'émetteur qui va se charger de trouver cette valeur. Au début, il enverra qu'un seul paquet. Si ça se passe bien, il va en envoyer 2, puis 4, puis 8, et ainsi de suite. Et dès qu'on perd un paquet, on sait qu'on va trop vite. On divise le nombre envoyé par 2. Puis là, on augmente de manière bien plus graduelle jusqu'à de nouveau avoir une perte, on redescend le débit et ainsi de suite. Ça fait un pattern en forme de scie autour du débit optimal. Grâce à tout ça, on peut transmettre des données de manière fiable. Mais peut-être que tu as besoin de vitesse. Tu t'en fous que ce soit dans le bon ordre, qu'il manque un pixel. Par exemple, pour faire du chat vocal. Là, tu vas pas utiliser TCP, tu vas sûrement utiliser UDP. Son header, en comparaison, est minuscule. Et pour une bonne raison, on vérifie rien. On balance tout aussi vite que possible et on s'en tape de savoir si les données sont bien réceptionnées. En parlant des données, il faut aussi que le récepteur et l'émetteur se mettent d'accord sur ce qu'ils se transmettent pour pouvoir fournir un service précis, comme l'affichage d'une page web, par exemple, avec l'HTTP, qui définit comment une ressource web doit être envoyée, réclamée. C'est un des nombreux protocoles de la couche application qui va permettre de structurer les données correctement pour pouvoir s'envoyer des mails, afficher une page web, transférer des fichiers, bref, faire un truc utile avec ces données, quoi. Ok, donc, on a un moyen de transmettre des bits via un câble grâce à une couche dite physique, un moyen de les adresser à la bonne machine via une couche de liaison, et de les transporter à l'autre bout du monde via une couche réseau. Le tout en s'assurant que ce soit fiable et transmis à la bonne application avec le protocole TCP qui constitue une couche de transport. Et pour finir, on peut structurer les données transmises pour apporter un service précis et utile avec une couche application comme HTTP. Bref, on vient de reconstruire tout Internet de zéro. Je pense que ça vaut un abonnement, non? Un like? Un commentaire? En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine.